Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Eh bien que la paix du Seigneur soit toutes et tous avec vous. Alors, je vais reprendre en fait l'épisode 2 de l'histoire de l'Algérie, des origines, donc de la préhistoire à l'avènement de l'islam. On avait vu au premier épisode en fait la première partie de la préhistoire à l'Antiquité où on avait parlé des ancêtres des Algériens, donc du paléolithique jusqu'à la proto-histoire. Et là, dans ce deuxième épisode, nous allons aborder les royaumes morts et numides indépendants. Donc en plusieurs parties, nous allons parler des origines des royaumes Massil et Massaïl, le demi-siècle du grand Aghilid qu'on dit en berbère, donc Massinissa le numide, l'influence de Carthage et les symbioses méditerranéennes, les Nord-Africains et leur langue, et enfin on terminera par l'organisation politique. Alors, c'est vrai que bon, ces épisodes prennent un peu de temps à construire. Il y en aura à peu près une quinzaine pour arriver jusqu'au bout de l'histoire de l'Algérie, c'est-à-dire jusqu'à l'Algérie d'aujourd'hui. Alors, commençons. Alors, petite introduction. Au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, débute ce qu'on appelle en fait l'Antiquité. Donc, cette période va durer plus d'un millénaire jusqu'à l'arrivée en fait des Islamo-arabes au nord de l'Afrique. Donc notre connaissance de cette période a été apparemment effacée de nos mémoires. En réalité, nombre d'éléments constitutifs de l'Algérie datant de ce temps se sont glissés en fait sous l'écume des événements, notamment son substrat linguistique originel et son organisation sociale, marquée par la prévalence des communautés fondées sur le patriarcat et l'endogamie, que les Romains dénommaient tributes, et que l'ethnographie coloniale a appelé tribus. Mais la langue arabe a retenu cette caractéristique pour désigner par exemple ce que nous appelons aujourd'hui la Kabylie, Bled el-Qabaïl, qu'on dit littéralement en arabe, ce qui veut dire en fait le pays des tribus, car les Arabes ont trouvé là des tribus. Une telle continuité est rare pour les pays bordant la Méditerranée. Ainsi, alors qu'environ un tiers des Maghrébins d'aujourd'hui ont conservé l'usage de leur langue berbère originelle, de l'autre côté de la Méditerranée, la Gaule, qui parlait initialement une langue celtique, est presque entièrement, avec la conquête romaine, devenue latinophone. Au Moyen-Âge, la langue majeure de culture de la moitié méridionale de l'actuelle France, et qui fut à ce moment la langue de culture de l'Europe, la langue d'oc, dénommée aussi occitan chez nos amis basques, est encore proche du latin et plus voisine par exemple de l'italien, mais pas seulement, également du catalan ou de l'espagnol que du français. Et au terme d'évolution linguistique plus importante, la langue d'Oïl, de sa moitié nord, devenue le français, dérive elle aussi du latin. Alors, par ailleurs, à cette époque, et dès cette époque, en fait, ce qui allait devenir l'Algérie était certes une terre parcourue par des communautés nomades, mais elle connut aussi des États. Ces États étaient plus ou moins organisés en confédérations de communautés agricoles, sédentaires ou semi-sédentaires, où ils se superposaient à des tribus vivant relativement en marge des foyers de pouvoir des royaumes qui furent édifiés à ce temps-là. Ce fut en particulier le cas en Numidie, la partie orientale de l'actuelle Algérie, et plus encore en Mauritanie, sa partie médiane et occidentale. L'historien grec Hérodote dénomme libyens les habitants du Maghreb septentrional. Donc, il désignait par là des hommes blancs, sédentaires ou nomades, mais il les distinguait des immigrés grecs ou surtout phéniciens. Le vocable libyen provient d'un terme figurant dans des textes égyptiens de la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, et on en trouve un radical sémite voisin de la Bible, dans la Bible d'ailleurs. Il s'agissait du nom générique donné aux peuples vivant à l'ouest du Nil. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'historien latin Sallust décrit leur pays comme un repère de sauvages, mais 8 siècles auparavant, Homère dépeignait ces contrées comme un paradis pastoral à image idyllique intemporelle, figurant l'âge d'or de l'humanité. Les agneaux y portaient des cornes à leur naissance, les brebis y mettaient bas 3 fois par an, tout le monde y était repu de lait, de fromage et de viande. Et dans les textes latins, il est question d'afri, donc le singulier d'affaires, A-F-E-R, mais on ne sait si ce nom de possible origine berbère servait à désigner une tribu ou une confédération de tribus du nord-ouest de l'Afrique du Nord, et donc on n'a aucune certitude là-dessus.
À partir du 5e siècle, dans les textes grecs, le terme de Libyen acquiert le sens plus restreint d'habitants autochtones des pays contrôlés par Carthage, soit un territoire correspondant à l'actuelle Tunisie, mais un peu plus restreint. Les Libyens sont traités comme des voisins des Numides, sans jamais être confondus avec eux. Les auteurs latins désignent généralement par mort les habitants du Maghreb central et occidental à l'ouest de la Numidie, laquelle correspond à l'ouest de la Tunisie et au Constantinois actuel. Parfois le terme de Maure, M-A-U-R-E-S, peut cependant ne désigner que les humains habitant un territoire correspondant à peu près à l'actuel Maroc. Alors commençons maintenant à parler des origines des royaumes massiles et massaïciles. En fait, les origines des Numides sont mal connues. On sait que Carthage s'employa à limiter au maximum les rapports entre les Libyens qu'elle contrôlait à ces Numides, plus à l'ouest. De ce fait, le développement des confédérations tribales numides se produisit en vase clos, sans qu'il en soit fait mention dans les sources de l'histoire dont on dispose. Les rares sources phéniciennes nous apprennent peu, car les Phéniciens ne s'étaient ancrés pour cause de navigation et de commerce qu'en quelques points de la côte. La géographe grecque Strabon parle de Numides nomades par un de ses probables jeux de mots sur les noms dont les écrivains de l'Antiquité étaient coutumiers et qui traduisaient un stéréotype peu au fait des réalités. L'agriculture sédentaire est attestée bien avant son époque, 1er siècle avant Jésus-Christ, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le début du 1er siècle après Jésus-Christ, et pas seulement depuis le règne de Massinissa, qui vécut dans la seconde moitié du 3e siècle avant Jésus-Christ et la première moitié du 2e siècle. Ainsi qu'a pu l'écrire fautivement Polybe, historien grec du 2e siècle avant Jésus-Christ. En tout cas, au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, des entités politiques apparaissent. Au-delà des vicissitudes et des avatars de l'histoire, elles peuvent être ramenées à 3 royaumes qui furent en fait à l'origine du moins des confédérations de communautés tribales. À l'ouest, le royaume des morts, correspondant au Maroc actuel, et qui s'étend de l'Atlantique à la Mulucha, donc le Moulouya. En situation médiane, on avait le royaume des Massaïciles, de la Mulucha à l'embouchure de l'Ampsaga, donc à l'Oued el-Kébir, ce qu'on appelle l'Oued el-Kébir aujourd'hui. Et enfin, il y avait le royaume des Massiles, situé entre le royaume des Massaïciles et les territoires contrôlés par Carthage, et qui était le cœur propre de la Numidie. Le royaume massaïcile recouvrait la plus grande partie du nord de l'actuelle Algérie, et il s'étendit même quelques années à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ sur sa quasi-totalité du fait de la conquête qu'il réalisa du royaume massile. Donc ce dernier, à l'inverse, se dilata territorialement dans la première moitié du 2e siècle avant Jésus-Christ suite aux conquêtes de Massinissa, le roi numide dénommé d'après son titre berbère, le Grand Aglid. C'est cependant la deuxième guerre punique, 219 à 201 avant Jésus-Christ, qui vit s'affronter Rome et Carthage, que sous le règne de Syphax, un autre roi berbère, son premier roi vraiment connu, le royaume massaïcile, atteignit sa grande extension après qu'il eut conquis le royaume massile et évincé en 205 avant Jésus-Christ le jeune prince massile Massinissa. Donc jusqu'en 203 avant Jésus-Christ, le royaume massaïcile eut 2 capitales. À l'ouest, c'était Siga, près de l'embouchure de la Tafna, et à l'est, Cirta, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément Constantine. Mais c'était bien la région correspondant à l'actuelle Oranie qui était le centre originel du pouvoir de Syphax, toute proche de cette Ibérie espagnole, méridionale, où se déroulèrent des combats décisifs entre Romains et Carthaginois. Témoignent de l'importance du royaume massaïcile les nombreuses pièces de monnaie trouvées notamment à Siga, à l'effigie de Syphax ou de son fils Verminade. Même après la chute de Syphax en 203 avant Jésus-Christ et jusqu'au milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ, ses successeurs gardèrent un certain pouvoir, mais amoindri par rapport à sa période d'apogée. Attestent aussi par exemple de sa richesse les magnifiques ruines du mausolée en forme de tour à plan triangulaire qui fut peut-être bien destiné à Syphax, sis à Beni Renan près de Siga. L'influence de modèles hellénistiques alexandrins qui s'y fait sentir également à cette période-là. À l'évidence, donc, les ancêtres des Algériens vivaient dans une certaine symbiose avec la Méditerranée. Cela dit, le site de Siga n'a pas encore été entièrement fouillé.
Et vérité côtière n'est pas forcément vérité de l'intérieur. Hormis sa frange littorale, le Tel devait être peu urbanisé et plus de bourgs agricoles que de vraies villes devaient s'y trouver. Sur la côte, des comptoirs phéniciens, mouillages et ports installés à des fins commerciales étaient clairement disséminés. Il devait, par rapport au royaume massaïcile, être autonome et jouir d'une sorte de statut d'exterritorialité. Se fondant sur des sources anciennes, Strabon, au début de l'ère chrétienne, mentionne 3 villes côtières: Portus Divinis, le port des dieux, Iol, qui est actuellement Churchill, et Saldae, qui est en Kabylie, en petite Kabylie, Béjaïa, le port de Béjaïa. D'après des vestiges retrouvés en Oranie côtière occidentale, de l'île de Rejgoun aux Andalouses, il dut y avoir un commerce actif avec l'Espagne, mais les échanges ne restaient pas limités à la seule zone côtière. Les ruines du centre commercial découvertes à Kefsmar, par exemple, près de Tiaret, à plus de 150 km de la côte, indiquent que les importations portaient notamment sur des amphores et des céramiques provenant d'Italie, et les exportations sans doute sur le blé, l'ivoire et les coquilles d'œufs d'autruche. Un siècle plus tard s'y ajouta l'exportation du citrum. Donc voilà schématiquement ce que l'on sait des activités du cœur du royaume de Syphax au moment du décisif choc entre les 2 grands États rivaux de la Méditerranée occidentale, qui étaient bien évidemment Rome et Carthage. Comprenant que son royaume n'aurait de chance de subsister qu'autant que l'équilibre entre les 2 grandes puissances ne serait pas brisé, Syphax a joué durablement un jeu de bascule. Pendant la Deuxième Guerre punique, il louvoya entre d'une part l'allégeance à Carthage, du territoire de laquelle il était devenu frontalier à la suite de ses conquêtes et qu'il devait ménager, et d'autre part les contacts avec Rome dont il rechercha l'alliance pour s'affranchir de la tutelle de Carthage. Donc des intrigues politico-amoureuses aboutirent fin 2005 avant Jésus-Christ au mariage du vieux roi Syphax avec la belle Sophonisbé, qui était la fille du général carthaginois Hasdrubal, alors qu'elle avait été auparavant promise au jeune prince massile déchu, Massinissa. Donc par cette union, Carthage espérait maintenir Syphax dans son obédience. Le roi Massaïcile essaya bien encore de temporiser en tentant une médiation entre le général romain Scipion, surnommé l'Africain, et Carthage, mais en vain. Syphax joignit son sort à celui de la puissance punique. Il fut finalement vaincu par Scipion aux côtés d'Hasdrubal, près de Cirta, donc Constantine, fait prisonnier et rendu aux mains de son pire ennemi qui était Massinissa, celui-là même qu'il avait chassé du pouvoir quelques années plus tôt. Syphax fut livré à Scipion, Massinissa entra dans Cirta, et à Sophonisbé implorante, Massinissa promit de ne pas la livrer aux Romains. Donc il l'épousa, la femme qui était la femme de Syphax auparavant. Mais Scipion lui rappela ses devoirs d'allié et obtint qu'il lui livre Sophonisbé. Sacrifiée à la raison d'État, elle finit par s'empoisonner. Et à l'été de 202 avant Jésus-Christ, Scipion écrasa l'armée carthaginoise commandée par Hannibal à Zama. Syphax avait irrémédiablement perdu. Il fut envoyé en exil en Italie, où il finit ses jours. Rome avait décidé de l'emporter. Donc l'impérialisme romain s'imposait à partir de ce moment-là. Pour autant, la Numidie allait connaître un demi-siècle de prospérité sous le long règne de Massinissa, sous la surveillance de Rome encore, qui l'avait fait roi. Une longue période de dépendance politique de l'Afrique du Nord commence. À part quelques mentions de son fils Verminade fournies par les sources, et dans les monnaies notamment, on ne sait pas ou presque rien du royaume massaïcile après Syphax. Alors parlons maintenant du demi-siècle du grand Agellide Massinissa le Numide. Alors en effet, en 203 avant Jésus-Christ, Scipion avait salué Massinissa, qui était alors âgé de 30 ans, au titre de roi et lui avait remis un sceptre. Donc un sceptre, il s'agit d'un petit sceptre en ivoire que portaient les triomphateurs, sont les généraux victorieux auxquels avait été accordée une cérémonie triomphatrice où ils paradaient sur leurs chars. Et c'était les prémices du triomphe.
Alors les monnaies à l'effigie du roi numide Massinissa montrent un porc altier, un visage à menton impérieux orné d'une courte barbe et dégageant force personnelle et autorité. Avant d'avoir été chassé par Syphax, il avait encore tout jeune homme combattu en Espagne aux côtés des Carthaginois, auprès desquels l'avait dépêché son père Gaïa. Délogé par Syphax, il se tourna naturellement vers Rome pour recouvrer son pouvoir. Le débarquement des Romains en Afrique, à l'été 204 avant Jésus-Christ, marqua le début d'une reconquête. Cirta, donc actuelle Constantine, fut reprise au printemps 203 avant Jésus-Christ à la sanglante et décisive bataille de Zama. Massinissa commandait l'aile droite de l'armée de Scipion. Il fut un artisan de la victoire romaine. Au lendemain de son éviction par Syphax, son royaume massile se limitait pratiquement à une bande de terre d'une centaine de kilomètres de large, parallèle à la côte et allant de la péninsule de Chulu à Tabraka, et encore Hippo Regius, qui est devenu ensuite Hippone, qu'on connaît d'ailleurs avec Saint Augustin d'Hippone, et qui est actuellement la ville de Annaba. Donc il y a encore Annaba, y était une enclave en fait, cette ville-là était une enclave d'origine punique, pratiquement indépendante. Le foyer originel de la dynastie massile était probablement situé au nord-ouest de l'actuelle Tunisie, mais l'aile protectrice de Scipion lui permit non seulement de récupérer Cirta, mais aussi de s'agrandir de toutes les villes du royaume massaïcile de Syphax que les Romains avaient conquises. Le royaume massile ne s'étendait toutefois guère au sud. Malgré une tradition qui veut faire du superbe médrassin situé entre Batna et Ain Lila, un monument funéraire de l'époque de Massinissa, des travaux archéologiques récents indiquent plutôt une datation remontant à un siècle plus tôt, c'est-à-dire vers 300 avant Jésus-Christ, où l'on pense que le sud constantinois était alors dans l'orbite massaïcile. Le médrassin, on en reparlera, aura donc été plausiblement une construction réalisée sous un prédécesseur de Syphax. De par sa situation, il était déjà, si dans ce que les textes appellent le pays des Gétules, dans une zone trop méridionale pour avoir été englobé dans l'autorité du royaume massile. Donc le demi-siècle du règne de Massinissa, le grand Aghlid, comme on dit en berbère, fut marqué par une extension de la culture des céréales, notamment dans de grands domaines royaux. Ce n'est donc pas Rome qui a créé la céréaculture dans Numidie. Elle y existait bien avant Rome. La culture de la vigne que les Carthaginois avaient améliorée en implantant la vitis vinifera, la vigne cultivée différente de la vigne sauvage, fut également développée en Africa et en certains points de Mauritanie. On sait qu'existait un commerce portant sur le vin, exporté en échange du silphium de Tripolitaine. Alors le silphium, c'est de la gomme résine tirée d'une plante ombellifère qui était très prisée en fait à l'époque de l'Antiquité. Donc il ne semble pas que les restrictions sévères que Carthage, si l'on en croit Platon, mettait à la consommation du vin par ses citoyens, sans qu'elle ait jamais été prohibée, ait existé pour les autochtones, et en tout cas pas en Numidie. En tout cas, la circulation de monnaie de bronze s'accrut, même si une grande partie de l'Afrique du Nord connaissait alors surtout une économie de troc. Les villes furent multipliées et agrandies. Outre la capitale Cirta, le cœur de la Numidie massile battait notamment autour de Madoros, qui est aujourd'hui la ville de Mador, et de Tbilis, la ville de Hanouna actuellement, et de Khmissa, qui s'appelait anciennement Tubursicu. Le grand historien français Stéphane Xel a pu écrire en parlant de Massinissa et de ses successeurs que, au second siècle, et même jusqu'au milieu du premier, la Numidie fit plus de progrès sous ses rois que la province sous le gouvernement de la République romaine. Sous Massinissa, la proximité punique est visible à Cirta. La frange côtière révèle toutefois dans l'urbanisme des influences puniques, hellénistiques et romaines. Cirta fut une ville pluriethnique et pluriculturelle. La Numidie était en contact commercial avec la Méditerranée. Elle allait être le grenier à blé de Rome et de ses armées en campagne. Le blé était aussi exporté en Grèce ainsi que l'ivoire de Gétulie. Et dans l'autre sens, on a retrouvé nombre d'amphores de l'île grecque de Rhodes d'Acirta où elles étaient importées. Massinissa et sa famille eurent des relations suivies avec le monde grec. En 160 avant Jésus-Christ, le roi reçut avec faste le roi hellénistique Ptolémée VIII, Évergète II, qui régnait alors sur la Cyrénaïque. Le fils du grand Aghlid, Mastanabal, fut vainqueur à l'hippodrome d'Athènes au jeu des Panathénées. Dans l'île de Rhodes, une inscription en l'honneur de l'arrière-petit-fils de Massinissa, Yamsal II, a été également découverte.
témoigne par exemple de l'éclat du royaume numide les restes d'un monument funéraire qui est situé près de Khroub, au sud de Constantine. Il fut vraisemblablement la sépulture de Micipsa, le fils aîné de Massinissa, plutôt que celle de ce dernier comme on a pu le penser. Sa structure et ses ornements attestent d'une culture numide en interaction avec des influences hellénistiques. Le riche mobilier funéraire conservé au musée de Constantine renferme notamment une cotte de maille, une aume conique dans la tradition de l'Asie mineure et un médaillon en argent représentant le dieu de la mer Poséidon, qui est un des joyaux de ce musée. Parlons maintenant de l'influence de Carthage et la symbiose méditerranéenne. Les ancêtres des Algériens reçurent aussi l'influence de Carthage, la Carte Adache, c'est-à-dire la ville nouvelle des Phéniciens. Cette prestigieuse république maritime, originellement colonie phénicienne, avait sans doute été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Bien que sa fondation légendaire par la reine Didon soit datée de 814 avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, les Phéniciens ont été des navigateurs et des commerçants et ils ont fondé des comptoirs sur nombre de rivages de la Méditerranée qu'ils sillonnaient. Carthage installa son domaine, pour l'essentiel sur une partie de l'actuelle Tunisie. Alors délimita le territoire par une frontière fortifiée, les fosses phéniciennes. Dans le reste du Maghreb, les Phéniciens s'installèrent en des points où ils pouvaient établir des ports d'accostage, des toponymes d'origine phénicienne, comme Y, qui veut dire île, ou encore russe, qui veut dire le cap, en témoignent. Les fouilles archéologiques y ont livré des objets phéniciens, puis à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, du matériel punique. Mais à côté des jarres puniques, les hommes continuèrent à utiliser de la poterie modelée proto-historique autochtone, preuve supplémentaire qu'ils vécurent dans une indéniable symbiose méditerranéenne. Du point de vue religieux, l'empreinte de Carthage fut aussi remarquable. Les lieux de culte à la campagne prolongent ceux de la préhistoire et de la proto-histoire. Ils symbolisent les forces de la nature, lieux situés en altitude, grottes, pierres, arbres, représentations d'animaux symbolisant la force fécondante, c'est-à-dire les lions, les taureaux, les béliers. Des enclos de pierres sèches avec des offrandes ont été également retrouvés. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, si l'on en croit Hérodote, les ancêtres des Algériens adoraient le soleil et la lune et leur offraient des sacrifices. Près de 2 millénaires plus tard, et près de 7 siècles après l'arrivée de l'islam au Maghreb, Ibn Khaldoun décrit des Berbères comme les adorateurs du soleil, de la lune et des idoles. Toujours d'après Hérodote, on peut penser qu'un groupe de 3 dieux, une triade, régionaux a existé. L'historien grec les désigne par leur nom grec, Triton, Poséidon, Athéna, soit 2 dieux masculins des eaux marines liés à une déesse vierge renvoyant à la fécondité. Pendant le 1er millénaire avant Jésus-Christ, dans les villes puniques ou influencées par Carthage, 2 divinités de la fertilité et de la fécondité sont adorées. Elles prédominent sur le restant du panthéon punique, Baal-Hamon et sa parèdre, la déesse mère Tanit, dans des sanctuaires souvent en plein air ou dans de simples aires sacrificielles, des sacrifices d'enfants leur étaient offerts. Les restes en étaient recueillis dans des nécropoles comportant en leur centre une fosse, dénommée en punique Tophet. Des milliers d'ex-voto de consécration de sacrifices ont été retrouvés, surtout en Tunisie, mais aussi en Algérie orientale, à Guelma, à Ennechma, à Ipon, donc à Naba, et Khmissa, et surtout à El Ofra, dans la banlieue de Constantine. Les représentations figurées de Baal-Hamon et de Tanit sont relativement rares. Baal-Hamon est figuré par le croissant lunaire et le disque solaire, souvent accompagné sur les ex-voto de la main qui bénit, laquelle devait symboliser le Dieu en soi. Le palmier est parfois présent, accompagnant souvent les divinités de la fécondité. Tanit est symbolisé par le fameux signe de Tanit, stylisation d'un humain levant les bras en action d'offrande sacrificielle et d'oraison. Ils servaient de phylactères et ils étaient liés aux bénéfices attendus des sacrifices. Il est parfois accompagné d'eux, qui renvoie à la fertilité. Ce signe était destiné à traverser les siècles. C'est d'ailleurs une pratique qui est encore assez courante chez les Kabyles actuellement. Le fait de donner des œufs à son prochain lorsqu'il s'agit d'une naissance, etc. C'est d'heureux événements. C'est un symbole de prospérité, de fertilité. Baal-Hamon fut le prototype du futur Saturne africain, voire peut-être par glissement ultérieur, un dieu unique des monothéismes en Afrique du Nord. Lorsqu'elle existe, ces représentations comme celle d'Adrumetum ou d'El Ofra, près de Sirta,
montre un dieu barbu portant une tiare conique pouvant reposer sur un trône aux accoudoirs ornés de sphinx. Une main qui bénit tient un, un caducée ou une corne d'abondance, l'autre un sceptre orné d'un épi de blé. Au fronton de la stèle, un disque solaire irradié ou un disque solaire surmontant un croissant lunaire. Parfois, Balamon est associé au culte du bélier, provenant de culte préhistorique et qui fut sans doute corrélé au culte égyptien d'Amon. Rappelons que ce dernier culte triompha avant et après la tentative monothéiste du dieu unique Aton, symbolisé par le disque solaire, entreprise sans succès immédiat par le célèbre pharaon hérétique qui s'appelait Amenophis IV ou encore Akhenaton. Il s'agissait là de la période de 1352 à 1338 avant Jésus-Christ. Les monnaies représentent Baal-Amon, un dieu barbu et chevelu portant des cornes de bélier. La déesse Tanit fut, on l'a dit, la grande déesse mère de Carthage. Des inscriptions en punique la dénomment parfois comme la mère. Certains savants la font dériver de la déesse orientale Ashtar. D'autres la rattachent à un vieux fond libyco-berbère. Déesse volontiers représentée voilée et siégeant sur un trône, elle est bien en tout cas la mère nourricière, la mère fécondatrice. Elle est parfois figurée en femme nue soutenant ses seins ou flanquée d'un nourrisson qu'elle allaite. Le site le plus riche témoignant de l'Antiquité pré-romaine est bien celui de Tipaza. Il renferme des trésors archéologiques datés entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle après Jésus-Christ, soit une durée de 12 siècles. Un massif caveau punique de forme cubique provenant d'une falaise excavée et remontant au 6e siècle avant Jésus-Christ, y gît encore aujourd'hui sur le port. Des tombes contenant du matériel funéraire d'origine grecque remontent à la même époque. Des céramiques de type punique, puis d'autres céramiques à vernis noir, importées d'Italie, ont surtout été découvertes datant de la période du 4e au 2e siècle avant Jésus-Christ à Tipaza. L'empreinte dans ces lieux puniques reste visible encore jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, soit plus de 3 siècles après la disparition de la Carthage punique, suivie de sa réédification romaine à côté du site de l'ancienne cité. Mais à Tipaza, à la différence de la Numidie, on n'a jamais retrouvé d'inscription en punique. Pour autant, pendant longtemps, le vieux substrat autochtone, c'est-à-dire le substrat libyco-berbère, tarda à s'effacer devant les apports puniques. Longtemps encore, l'ocre rouge de la préhistoire fut utilisé pour teindre les cadavres, des aliments et des amulettes continuèrent à les accompagner. Les influences puniques et grecques marquèrent davantage les villes que les campagnes et les sédentaires plus que les nomades. L'empreinte punique, nous l'avons vu avec les stèles d'El Ofra, fut marquée en Numidie. Cela même si de l'actuelle Algérie, seule la région de Téveste fut conquise au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Carthage. Et encore Téveste, la future Tébessa, à l'extrême est du pays algérien, se trouve-t-elle en pays Gétul, c'est-à-dire en dehors du royaume massile de Numidie, c'est-à-dire à 150 km à l'ouest de Téveste, à 30 km au nord de l'actuelle Batna, près de Chemora, qu'a substitué relativement peu endommagé par le temps le Médracène. Ce grand mausolée qui remonte à environ 300 avant Jésus-Christ repose sur un cylindre de 59 mètres de diamètre, orné de 60 chapiteaux d'ordre dorique, sur lequel repose un cône à gradin de 20 mètres de haut. Il était probablement surmonté d'une composition sculptée qui a disparu. C'est donc une très vaste basina dont la silhouette s'enracine dans les formes proto-historiques berbères. Mais on y révèle aussi des traces égyptiennes, ainsi que l'influence du tophet punique et aussi l'empreinte grecque introduite par l'intermédiaire de Carthage. Par ailleurs, c'est principalement par le canal des Phéniciens, puis de Carthage, qu'à l'origine les Juifs se sont implantés en Afrique du Nord en plusieurs migrations successives. Et à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, les Phéniciens et les Hébreux étaient très proches. Ils avaient pratiquement la même langue et des pratiques religieuses fort voisines. Des éléments juifs furent intégrés dans l'expansion phénicienne en Afrique et ils durent être assez peu distincts des Carthaginois à Carthage et ailleurs. Ils étaient mêlés à ces vagues phéniciennes qui aboutirent à la fondation des comptoirs qui s'engrenèrent le long des côtes de l'actuel Maghreb. Leur religion dut alors être vue comme un de ces cultes orientaux qui furent portés par ces flux migratoires. Selon les vicissitudes de l'histoire, les Hébreux durent émigrer de Palestine à différentes reprises. En 930 avant Jésus-Christ, le pharaon d'Égypte pilla Jérusalem et envoya les Hébreux en captivité dans la vallée du Nil. De là, certains réussirent à gagner l'Afrique du Nord.
En 587 à 586 avant Jésus-Christ, le roi babylonien Nabuchodonosor s'empara de Jérusalem, détruisit le premier temple de Salomon et déporta les Hébreux en Mésopotamie. Certains purent s'en échapper pour se réfugier en divers lieux. En 320 avant Jésus-Christ, après l'invasion de la Palestine, le roi hellénistique d'Égypte, Ptolémée Soter, transplanta 100 000 Juifs en Égypte et en Cyrénaïque. Parmi eux, nombre furent ceux qui contribuèrent au peuplement citadin de l'Afrique du Nord. Partout où ils s'étaient implantés, des conversions au judaïsme s'étaient localement produites. Ces conversions durent être faites de manière peu différente du processus d'intégration des cultes puniques au panthéon local. L'empreinte des orientaux eut aussi des effets sur le plan linguistique. Le punique devint une des langues de l'Afrique du Nord. Alors, les Nord-Africains et leurs langues. Les stèles votives destinées à Balamon et Tanit retrouvées dans le faubourg constantinois d'El Ofra ont été datées des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Elles témoignent de la symbiose punico-numide et même de ce melting pot méditerranéen, empruntant aussi à des éléments hellénistiques qui furent la marque de la capitale numide. À Cirta vécurent une colonie grecque, puis une colonie italienne sans doute punicisée. Les stèles portent des inscriptions en punique ou en grec. Incontestablement, les rois de l'élite numide savaient le grec. C'était alors, sur les rivages méditerranéens, la langue de la culture policée, y compris à Rome, et le véhicule des relations entre États. Lorsque Scipion Émilien, le fils adoptif d'un fils de Scipion l'Africain, qui s'empara de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, conversait avec Massinissa, il le faisait en grec. Les descendants du grand Aglide, donc de Massinissa, eux aussi s'exprimaient en grec. Et le punique était aussi la langue de tous. Les monnaies massaïciles de Syphax et de son fils Verminate portent des légendes en punique. Elles furent pourtant frappées à Siga, située à près de 1400 km à l'ouest de Carthage. Pareillement, les monnaies de Massinissa et de ses successeurs sont légendées en punique, avec le cheval omniprésent, emblème de Carthage. Elles portent la marque de l'influence punique. À Touga, près de Téboursouk, à une centaine de kilomètres à peu près à l'est de l'actuelle frontière algéro-tunisienne, un sanctuaire dédié à Massinissa, divinisé après sa mort, porte une inscription bilingue punique et libyque, c'est-à-dire berbère. En Numidie, le punique eut sans doute un statut de langue semi-officielle. Augustin de Tagaste rapporte qu'à son époque, au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, soit plus de 6 siècles après Massinissa, le punique y était encore connu. 3 siècles après Augustin, lorsque les conquérants arabes parvinrent en Africa, puis en Numidie, ils entendirent les ancêtres des Algériens s'adresser à eux en punique, langue sémitique voisine de l'hébreu et de l'arabe, qui sonnait familièrement à leurs oreilles. Cela n'empêche pas que le berbère restait sans doute largement la langue du peuple. Il y eut probablement sur le plan linguistique une continuité depuis l'homme de Mechta el-Arbi, via les Capsiens, jusqu'à l'idiome libyque, le berbère parlé dans l'Antiquité. Cela dit, on n'a pas de preuve formelle que les parlers libyco-berbères aient été endogènes. Ils le furent peut-être bien, mais on a aussi remarqué la parenté linguistique entre le berbère et l'égyptien ancien de l'époque des pharaons, lequel s'est perpétué en Égypte sous la forme du copte. Le copte a aujourd'hui disparu devant l'arabe et il ne subsiste plus sur les bords du Nil qu'à l'état de trace dans la liturgie de l'église copte. Les linguistes ont dénommé chamito-sémitique la famille linguistique à laquelle appartient le berbère, et on a mis en évidence sa parenté avec les parlers dits couchitiques de la corne orientale de l'Afrique. Or, les savants tiennent pour plausible une origine orientale africaine des Capsiens, des Bovidiens, des Équidiens. Parenté linguistique ne signifie toutefois pas pour autant origine forcément allogène. Alors sur le plan de l'écriture, c'est surtout à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ qu'une écriture libyque, dont les prodromes étaient apparus antérieurement, s'épanouit. Il reste que dans l'Antiquité pré-romaine, les monuments gravés d'inscriptions libyques sont nettement moins nombreux que ceux où elles sont écrites en grec ou en punique. On a par ailleurs constaté que s'il existait une unité linguistique de l'écriture libyco-berbère, il y eut plusieurs alphabets. L'un d'eux a donné l'actuel Tifinagh des Touaregs et des Berbères en général. Au Maghreb, un alphabet occidental correspondant au royaume massaïcile et un alphabet oriental au royaume massile durent exister. Une stèle funéraire provenant de la haute vallée de l'Isère, dans le sud algérois, porte un texte écrit dans les deux alphabets. Mais les différents types d'écriture ne furent jamais fixés de manière stable. C'est que le libyco-berbère, s'il fut bien la langue du peuple, ne fut jamais langue officielle. Saint Augustin atteste que la symbiose berbéro-punique était encore bien vivante dans sa Numidie,
à la veille de la conquête vandale, dans le premier quart du 5e siècle après Jésus-Christ. Il n'est pas impossible que le peuple ait pu y parler un idiome empruntant à la fois aux berbères et aux puniques, et en tout cas passer d'un registre à l'autre. Le nationalisme linguistique ne faisait alors pas trop partie de son imaginaire, pas plus à l'époque d'Augustin qu'à celle de Massinissa. On sait en tout cas que, sur le plan politique, le royaume numide de ce dernier fut une entité politique indépendante, vivant en alliance avec Rome, et qu'il fut inséré dans des échanges méditerranéens. Enfin, terminons par l'organisation politique du royaume de Massinissa. Comme probablement les autres royaumes nord-africains, eut sans doute la forme d'une confédération de communautés, laquelle dut constituer l'ossature de l'État. Les grandes communautés étaient divisées en clans et en foyers patriarcaux. Elles étaient représentées auprès du roi par leur chef, jaloux de l'autorité du souverain, et en cas de revers de fortune de celui-ci, pouvant la contester. Seules quelques tribus dans l'orbite immédiate du pouvoir royal lui étaient réellement subordonnées, ainsi que quelques villes. Rappelons que de leur côté, les villes de la côte, ancrées dans leur héritage punique, durent jouir d'une quasi-autonomie, et aussi que l'autorité du roi ne s'exerça guère sur les gétules des hautes plaines et du sud. Le pouvoir était maintenu par une large politique d'alliance matrimoniale avec les communautés, facilitée par la pratique de la polygamie, voire par le placement d'otages tribaux auprès du souverain. Mais il n'est pas contestable que la royauté numide ait eu pour dessein de réaliser sous son contrôle une unité politique et qu'elle y réussit dans une certaine mesure. Lorsque Rome succéda à la Numidie indépendante, le royaume numide, s'il n'était évidemment pas un État moderne, ne se réduisait pas non plus à une poussière de communauté. Tout comme le roi de France Louis XIV, 19 siècles plus tard, on sait que le grand Agilide eut, outre des enfants mâles légitimes, un grand nombre d'autres illégitimes de ses multiples concubines. Aussi, les transmissions dynastiques pouvaient-elles être mouvementées, la succession revenait au descendant mâle aîné volontiers contesté par ses frères et ses cousins. Petit-fils illégitime de Massinissa, Jugurtha l'emporta sur ses rivaux en les faisant assassiner ou en les vainquant militairement. L'armée du roi était surtout composée de contingents tribaux recrutés en cas de conflit et conduits par leur chef. Mais à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, on sait que Jugurtha put lever des mercenaires et qu'il eut à sa disposition une armée mieux structurée et plus régulière et même un corps d'officiers. Alors nous continuerons cette magnifique histoire de l'Algérie au prochain épisode. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.